J'ai déjà rédigé un portrait préliminaire du Lac-Sergent qui inclut toutes les études. On va les voir. Donc ça, c'est tiré de Watershed qui ont fait une étude ici. Les différentes études sont disponibles sur le site Internet de la CAPSA, sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Donc, c'est les différentes actions et études qui ont été faites au cours des années, au fil du temps. J'ai déjà rédigé un portrait préliminaire qui inclut également ces études-là. Donc, toutes les problématiques dont je vais vous parler, les faits saillants dont je vais vous parler, se retrouvent dans le portrait préliminaire. Je dis préliminaire parce que je veux le retravailler également avec le Conseil de bassin du Lac-Sergent, à savoir s'il manque des choses, si vous aussi vous pensez qu'il manque des choses dans ce que je vais vous présenter, vous êtes les bienvenus à l'ajouter. Donc, c'est pour ça que je suis préliminaire. Je sais que j'ai déjà des choses à modifier dedans. On a trouvé des petites erreurs, des manquements. Je vous l'ai amené pour quand même le consulter. Lorsqu'il va être final, il va être également rendu disponible sur le site de la Ville du Lac-Sergent. Donc, vous voyez, des études, là, il y en a eu une puis une autre autour du Lac-Sergent depuis déjà plusieurs années. Comme je vous dis, tous ces renseignements-là, si vous voulez avoir plus de renseignements, je vais juste les présenter brièvement, juste pour vous montrer qu'il y en a eu plusieurs. Vous pouvez aller voir sur le site de la Ville ou sur le site de la CAPSA, et ces études-là sont disponibles. Mais il y a déjà plusieurs études et plusieurs actions qui ont été entreprises. Donc, si je prends toutes les études qui ont été faites, voici ce qui en ressort. Donc, on va commencer par les activités humaines, notre thématique activités humaines. Les faits saillants, les problématiques qui ont été identifiées, on va commencer par ça. Je vais peut-être vous surprendre, mais il y a une absence de consensus social au niveau du Lac-Sergent. Absence de consensus social qui a été identifiée. Pourquoi? C'est quoi les causes? Vous avez là dans mon tableau les causes, j'ai les identifiées, donc qui ressortent de différentes études qui ont déjà été réalisées, et les potentiels. C'est-à-dire que ça n'a pas été mentionné dans les différentes études. Même chose, j'ai les conséquences, des conséquences qui sont ressorties dans les différentes études, et les potentiels. Donc, on peut en ajouter. C'est pour ça que j'ai mis les colonnes. C'est un tableau de travail. Donc, ce n'est pas final ce que je vous présente là. Si vous en avez à ajouter, on va le faire. C'est vraiment un tableau final. Moi, pas un tableau final, mais c'est un tableau de travail. Ce que je veux, c'est d'avoir le pouls de la population aussi dans ça. C'est super important. C'est ça le processus de concertation, de participation citoyenne. Donc, une absence de consensus social. Les causes qui ont été identifiées, vous l'avez, le petit tableau. Moi, je sais que des fois, c'est écrit en petit, fait que je vous l'ai fait imprimer. Si jamais vous voulez suivre, vous prendre des notes. Les causes qui ont été identifiées dans les études, il y a l'intérêt. Il y a des différences au niveau de l'intérêt, des différences au niveau des besoins et des réalités aussi. Donc, c'est ce qui cause que le consensus social au niveau du Lac-Sergent est difficile. Les causes potentielles des contraintes financières. Quand on essaie de faire une action ou qu'on essaie de faire d'autres études, bien, des fois, il manque des sous, il manque de l'argent. Donc, ça peut être une des causes potentielles, une absence de consensus social. La complexité de gestion du territoire aussi. On parle d'un territoire, le bassin versant, qui a 4 municipalités, 2 MRC. Donc, au niveau des réglementations, c'est différent. Au niveau de la gestion du territoire, des avenues de développement, ça peut être différent aussi. Donc, on l'a mis dans la cause potentielle parce que ça n'a pas été ça ressorti des différentes études. Les conséquences, division de la population, formation de différents groupes comités. Donc, souvent, c'est basé sur des perceptions, puis on va diviser la population. Et de l'opposition dans la réalisation d'actions, comme par exemple, le meilleur cas qui est toujours chaud et un sujet qu'on entend encore parler au Lac-Sergent, qui est l'avortement du projet d'égout collecteur. J'ai mis lui comme exemple, mais il y en a d'autres également. Conséquences potentielles, autres, on n'en a pas sorti. Note de précision, là, c'est des faits saillants, pas des faits saillants, mais c'est des réalités qui ressortent fortes là, dans les études. On va en voir là, quand on va tomber plus dans le phosphore. Ensuite, on a aussi une autre problématique fait saillant qui est ressortie, c'est le conflit d'usage pour les activités récréatives. Donc, les causes, encore des intérêts différents, des besoins différents. L'augmentation des activités motorisées sur le lac en période estivale. Là, ça, c'est pas la CAPSA qui l'invente, c'est les causes qui ont été identifiées dans les différentes études. Augmentation des usagers en période estivale. Donc, c'est ce qui ressort. On n'a pas trouvé d'autres causes potentielles. Conséquences, mécontentement des usagers.
Donc, on a eu plusieurs communications personnelles de différentes personnes qui disaient, ben moi, je ne peux pas faire de bateau, on ne peut plus faire ci, on peut plus nager, ça va trop vite. Donc, mécontentement des usagers. C'est ce qui fait le tour pour les activités humaines. Est-ce que vous désirez si jamais vous avez des questions par rapport à ça, si vous dites, Héloïse, moi je pense qu'il y en a d'autres conséquences potentielles, on peut les ajouter. Est-ce que vous en voyez d'autres pour tout de suite? Là, je vous lance ça comme ça, vous avez le tableau entre les mains. Si jamais, suite à la rencontre, on n'en a pas ajouté, puis il vous en vient en tête, vous avez tous mon adresse courriel, prenez-les en note, puis envoyez-les moi. Moi, je vais rencontrer le conseil de bassin du Lac-Sergent dans à peu près 2 semaines, 2 à 3 semaines, qui est le groupe de travail. Puis je vais les prendre en considération pour pouvoir les amener, pour pouvoir travailler sur les différentes visions, orientations qu'on peut avoir. On a maintenant la dynamique des cours d'eau. Dynamique des cours d'eau, les faits saillants et problématiques qui sont ressortis, c'est la présence de zones d'érosion dans certains tributaires et dans le lac. Les causes identifiées par les études passées, embarcation motorisée, augmentation du ruissellement de surface dû au développement de l'urbanisation, au déboisement. Quand je parle de déboisement, c'est autant déboisement, par exemple, pour le Père Randolph que déboisement pour les chemins forestiers sur du Chêné. Donc, ça inclut toute zone où les arbres ont été coupés. Les causes potentielles, qui pourrait y avoir aussi autres que ceux qui ont été identifiés. Modification des milieux riverains, donc l'artificialisation, des bandes riveraines, puis les embarques. Donc, on n'a pas fait le tour de tous les tributaires à savoir s'il y a des embarques présents, mais c'est sûr que s'il y a des embarques, ben, ça modifie la dynamique de l'eau, puis ça peut créer certaines zones d'érosion. Donc, on l'a mis dans le potentiel. Dans les conséquences, c'est que les conséquences potentielles qu'on propose, il n'y en a pas qui ont été identifiées par rapport à l'érosion dans les différentes études. Donc, on a la modification de l'écoulement, la création d'embarques, des débordements, des inondations à certains endroits, diminution de la superficie des terrains riverains, impact négatif sur l'habitat du poisson, par exemple, destruction des sites de frayère, d'alimentation, des zones de protection. Donc, dites-vous, quand c'est potentiel, on vous a mis des pistes de réflexion sur différentes actions qu'on pouvait avoir. Soit qu'on n'a pas d'études, qu'on n'a pas d'informations à ce niveau-là, ou que ça n'a pas été prouvé, mais que ça peut avoir quand même une conséquence là-dessus. Présence de zones de sédimentation, on retourne à faits saillants problématiques. On n'a pas seulement des zones d'érosion, mais il y a des zones aussi de sédimentation au niveau des lacs et des tributaires qui ont été identifiés dans les études. Donc, les causes, augmentation du transport des sédiments dans le bassin versant dû à l'accentuation du ruissellement de surface. Donc, plus de ruissellement de surface parce qu'il y a plus d'urbanisation, parce qu'il y a plus de déboisement. Encore là, on inclut tout type de déboisement. Entretien hivernal des réseaux routiers. On l'a vu lors de la formation, ils doivent utiliser certains abrasifs, ils n'ont pas le choix, mais ça peut être c'est une cause qui a été identifiée comme l'ensablement à différents secteurs au niveau du lac. Les conséquences, augmentation des zones propices à l'implantation de la végétation aquatique. Plus les sédiments sont meubles à l'intérieur d'un plan d'eau, plus les plantes aquatiques vont avoir de la facilité à s'implanter. Et les potentiels, toujours modification de la dynamique d'écoulement. Si on a trop de sédiments à un endroit, ça va dévier, ça peut dévier les cours d'eau. Modifier l'écoulement qu'il peut y avoir, la vitesse d'écoulement également. Augmentation du phosphore. Dans les formations qu'on a eues, on disait que les sédiments étaient une source de phosphore aussi, qui pouvait contenir du phosphore. Donc, si on en amène plus dans notre lac, ça se peut qu'on en ait plus aussi. Impact négatif sur l'habitat du poisson, colmatage des frayères, restriction de la libre circulation du poisson. C'est des différentes conséquences potentielles qu'il peut y avoir également là-dessus. Oui? Peut-être une à ajouter, c'est la disparition des milieux humides. Disparition des milieux humides? Oui. Dans les conséquences potentielles? Dans les études, ça n'a pas été identifié. On le voit de nos yeux. Vous le voyez de vos yeux? Je vais le mettre dans identifier. Parce qu'il y en avait 14 dans le plan directeur 2001, puis il y en a à peu près
qui reste. Oui, la technique n'a pas été la même. La technique n'a pas été la même dans l'identification des milieux humides. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même soulevé un bémol et que je voulais peut-être le mettre en potentiel. Mais si vous me dites que vous l'avez vu de vos yeux. Il y a 2 études faites là-dessus. Oui. Une par Canard Unity de ce côté-là, puis une autre par Saint-Raymond. Je pense que c'est l'autre qui l'avait fait avec Saint-Raymond. Oui, c'est ça. On n'avait pas les mêmes techniques non plus. Le ministère n'avait pas le même protocole. Oui, c'est juste d'environnement, exactement. Canard Unité, c'est par photo-interprétation. Donc, il y a des différences avec la photo-interprétation et la réalité de terrain. Puis, depuis l'étude de CJB Environnement, le ministère a sorti un protocole pour l'identification et la délimitation des milieux humides. Puis, ça vient changer aussi la donne, soit des études que nous, on avait fait ou que CDJ Environnement ont fait. Donc, Mais malgré tous les protocoles, oui. On identifie à peu près toujours les mêmes milieux humides, puis ceux qui sont remblayés ne sont plus là. Donc, je constate que c'est définitivement identifié comme problème. Aucun problème. De 14 à 3, c'est sûr que c'est illégal. Donc, diminution des milieux humides. Est-ce que vous en voyez d'autres qu'on pourrait rajouter? Oui? Je ne sais pas si c'est les sédiments d'entretien routier. Il y a une baisse du niveau d'eau, pas parce que la baisse, mais parce qu'il y a plus de sable. Au niveau de la charge du lac, il y a une baisse de la profondeur. Là, je vous laisse le choix des mots. Dans les conséquences? Dans les identifiés, ouais. Conséquences identifiées. Diminution. Ensemblement de la charge. Pardon? Oui. Ensemblement de la charge. Qui doit la... C'est pas juste la charge. Les fossés, les tributaires. J'en ai au moins un. C'est la charge qui est importante. Ouais. Non, c'est partout. Mais les tributaires, c'est effrayant. Je pense qu'il y a d'autres petites rivières ici qui ont le même problème. Puis les fossés. Diminution de la... Une des causes, c'est qu'il n'y a pas de traverseur. profondeur. Il y a eu une étude qui montre qu'il y avait... il y a eu des études qui avaient déjà ciblé certains endroits où il allait pouvoir avoir des trappes à sédiments. Mais on n'a pas le développement à savoir si ça a été fait. Je sais que présentement, la CAPSA travaille sur un projet avec le ministère des Transports pour des trappes de sédiments. Si on veut avoir une image vraie, il faudrait indiquer que cause potentielle, manque de trappe à sable. Manque de trappes à sédiments. C'est juste ça que je pense que tu essaies d'avoir un portrait global. Ceux qui avaient été identifiés, des trappes à sable à sédiments ont été faits. Maintenant, effectivement, il en manque peut-être. Il en manque peut-être, hein? L'autre chose, c'est qu'on avait eu un projet avec le ministère des Transports, parce qu'on avait identifié justement dans le cas de la charge, que c'était les sables du ministère des Transports qui étaient une des causes d'ensablement. Oui. Et je sais qu'ils ont fait des travaux il y a 2 ans à peu près. Là. Oui. C'est peut-être pas suffisant. C'est peut-être pas suffisant, mais je sais qu'on va en refaire, qu'on va en avoir d'autres travaux qui vont être effectués avec le ministère. Là, Parce que la charge a été désensablée il y a une douzaine d'années. Hein. Oui, puis c'est la principale zone, je vous dirais, dans les différentes études, là, c'est la principale zone qui a beaucoup de sédiments. Là. C'est là que ça. Envoyez d'autres qu'on pourrait rajouter? Il y a aussi le type d'abrasif qu'on choisit. Oui. Lorsqu'on utilise du sable brun ou quasiment de la terre pour faire des abrasifs, il y a énormément de particules fines qui fait de l'envasement. Surtout lorsqu'on utilise des trappes à sédiments qui vont trapper les gros sédiments finalement. Puis c'est la base fine qui passe, alors on a un phénomène d'envasement épouvantable par rapport à la qualité des abrasifs qu'on choisit. Si je rajoute trappe à sédiments grossiers et fins, pour être sûr d'aller chercher tous les sédiments qui sont Oui, utilisés. puis d'ailleurs, dans le plan directeur, ils ont recommandé d'utiliser des trappes à sédiments d'assèchement ou quelque chose de plus avancé plutôt que simple décantation. Que juste décantation, oui, ça c'est d'autres types de trappes qui peuvent être utilisées. Là, Oui, parce que le phénomène d'envasement est vraiment marqué. C'est surtout lié à ça. Okay, donc, j'ai rajouté grossier et fin pour qu'on prenne en considération tous les types de sédiments qui sont utilisés. Ce que j'ai comme identifié, c'est que de plus en plus, il y a des secteurs qu'il y a de la bouette dans le fond du lac. Est-ce que ça fait partie de cette section-là? Oui, exactement. C'est des zones de sédimentation.
Bien, on va le voir, ça peut venir de la décomposition végétale, ça peut venir de plusieurs choses, mais oui, c'est des zones de Ben, sédimentation. l'autre, justement, c'était les décompositions végétales dues au fait qu'on a de plus en plus de plantes, donc plus de plantes égale... C'est ça, mais ça, on le ça, traite. c'est plus loin, Oui, c'est ça, je le traite dans l'autre. Là, ça fait juste dire, il y en a plus à certains endroits. Dites-vous que l'étude qui parle des sédiments date déjà de plusieurs années, donc ce serait peut-être bon éventuellement de bien les localiser pour essayer de trouver exactement où les causes. Puis où sont les actions qu'on devrait prioriser. Fait que ça va comme ça? Merci. Tu parlais de l'envasement et de la bouette. On va remettre dans les conséquences. C'est ça. Ben, dans le fond, c'est la problématique qui est identifiée. Okay. Présence de zones de sédimentation. Il y a peut-être une autre cause potentielle aussi, Oui. c'est que les bandes riveraines, là, au lac, on les a gérées autour du lac, Oui. mais ils n'ont pas vraiment été gérées autour des tributaires. Il n'y a jamais d'actions qui ont été posées de ce côté-là. Puis je pense que c'est important de mentionner les causes potentielles. Potentiel. Donc, on va avoir Toutes des les ruisseaux, on va tributaires, regarder. c'est des bandes riveraines aussi. Par définition, là, chaque tributaire, qu'il soit permanent ou intermittent, c'est quand même un cours d'eau. Il y a une bande riveraine de 10 à 15 mètres. Puis on n'a rien fait par rapport à ça. On a fait du reboisement autour du lac. Mais on n'a pas. On s'est pas occupé des bandes riveraines. Donc ça rentre dans On sort du lac, mais Pardon? si on sort du lac, C'est ça, exactement. Oh, oui. Donc, j'ai rajouté artificialisation, modification des bandes riveraines des tributaires. Je peux créer certaines zones d'érosion dans le potentiel. Ça vous va comme ça? Oui. Je vais faire un enregistré pour bien d'elle. C'est utile. C'est utile, en effet. Mais comme je dis, si jamais vous en vient d'autres en tête, là, vous pouvez me les envoyer, qui vont être pris en considération, ils vont être ajoutés là, également. Donc, on tombe dans les écosystèmes, le diagnostic au niveau des écosystèmes. Un des faits saillants problématiques qui a été remarqué, c'est qu'il y a la présence de myriophiles à épi. Les causes identifiées, on ne sait pas, il n'y a pas d'étude qui dit exactement d'où ça vient. C'est pour ça qu'ils sont dans le potentiel. On sait que ça vient sûrement des embarcations et des remorques provenant d'autres plans d'eau. Puis ça peut provenir également des hydravions. On a enlevé tout ce qui était source faunique, parce que c'est bien rare là, dans les plusieurs études qui ont été faites dans d'autres secteurs qu'un canard va être capable de transporter assez de myriophiles pour aller coloniser d'autres plans d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on les a enlevés. Cause potentielle. Conséquence, ça compromet certaines activités aquatiques, dont la baignade, la navigation, même la pêche aussi, dépendamment du type de poisson que vous allez récolter. Les conséquences aussi, colonisation du réseau hydrographique en aval, soit des lacs ou des cours d'eau. Il y a aussi augmentation de la concentration de phosphore engendrée par la forte densité de colonies. Il y a des études qui ont prouvé que lorsqu'il y avait une forte densité de myriophiles à épi, lorsque ces plantes-là meurent, ils produisent une très grande quantité de phosphore au niveau des sédiments du lac. Ensuite, on a influence certains paramètres physico-chimiques du lac. Il y a également des études qui ont été faites qui ont prouvé que lorsque le myriophile était présent dans un plan d'eau, ça pouvait venir faire varier certains paramètres, dont le pH, où il y avait une augmentation du pH, donc le lac devenait plus basique. Les conséquences potentielles, appauvrissement de la biodiversité, oui. Je vous rappelle, je viens de dire le pH, mais Oui. s'il vient basique, donc c'est un effet positif. Parce Ça que dépend. Les pluies acides étant là, comme ça, tu es là un petit peu. Oui, tu es là-bas, ça dépend. Il y a certains, lorsque le pH d'un lac est plus élevé, il y a certaines espèces exotiques envahissantes, comme par exemple la moulozébrée, qui recherchent des pH qui sont plus élevés dans les lacs. Donc, ça peut avoir une conséquence néfaste. Les lacs au Québec, ça joue entre 6,5 et 8,5 à peu près de pH. Les valeurs qui ont été identifiées au lac Sergent, on parle de 7,75 à 8,48. Donc, on arrive proche du 8,5 des lacs en général, et le taux de pH
qui devient problématique pour certaines espèces aquatiques, certaines espèces de poissons, c'est 9. Donc, on est à 8,48. Fait qu'on n'a pas une grosse marge de manœuvre avant que ça puisse devenir problématique pour certaines espèces aquatiques, soit de poissons ou d'invertébrés. Donc, c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans les causes identifiées. Présentement, ce n'est pas problématique. On est encore dans la moyenne des lacs au Québec. Mais étant donné qu'il y a une forte population de myriophiles à épi, ça peut devenir une problématique. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les conséquences identifiées. Appauvrissement de la biodiversité, je l'ai mis dans potentiel parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus au Lac-Sergent à savoir si ça a fait diminuer les autres types de plantes aquatiques dans certains secteurs. Donc, je l'ai mis dans potentiel. Note et précision, une des choses que j'ai remarqué qui pouvait avoir rapport aussi avec ça dans les différentes études, c'est que les plantes sont favorisées par la faible profondeur du lac. On parle d'une profondeur moyenne au niveau du Lac-Sergent de 2,8 mètres, une profondeur moyenne. Le plus profond, c'est 8,4. 8,3, 7,5, il était 8,4 avant, c'est rempli. Il est rendu à 7,5. Donc, c'est ça. Donc, la profondeur moyenne, moi, je me suis fait ces études. Est-ce que vous avez ça dans votre suivi, M. Isabelle? Je sais que la TEL font un suivi là, du lac. Je n'ai pas ces messieurs. C'est parce que quand on s'en va faire l'oxygène dessous, on n'est pas capable d'aller plus profond que 7,5 à la pause maintenant. C'est rempli au fil des années. OK. D'environ 1 mètre. Est-ce que ça va être possible pour vous de juste m'envoyer ces données-là pour que je puisse les intégrer, s'il vous plaît, au portrait? Merci. Donc, vous voyez, le lac n'est pas très profond. Moins que le lac est profond, plus l'eau est chaude, plus la lumière se rend loin aussi dans l'eau, parce que vous avez quand même une très belle transparence au niveau du lac, comparativement aux autres lacs au Québec. Là, il y a quand même, la transparence est quand même bonne au Lac-Sergent. Donc, ça permet, c'est le fun, mais ça a quand même un désavantage, c'est que la lumière, les rayons du soleil peuvent se rendre plus profondément, ce qui fait en sorte que ça peut être plus propice à la croissance de la végétation. Deux choses, au niveau des faits saillants, deux autres problématiques. Dans un cas, c'est réel, c'est la berge du Caucase, on en voit de plus en plus au Lac-Sergent. Oui. Et l'autre, vous allez m'aider, c'est la plante qu'on voit dans ces autoroutes, certaines autoroutes. La fragmite? La fragmite, c'est ça. On n'a pas encore au Lac-Sergent, mais on sait qu'il y en a à proximité, parce qu'on avait déjà écrit à nos deux villes voisines de voir enlever certaines colonies de fragmites pour qu'on n'en mette pas au Lac-Sergent. Et si ça arrivait au lac ou sur les bords du lac, ça serait dramatique parce qu'il faut enlever ça avec les peines mécaniques. Est-ce que la berge du Caucase, il y en a qui ont été identifiés au fond du lac? Oui, on enlève à chaque année. On enlève à chaque année de la berge du Caucase. Okay. Et un autre des phénomènes qui s'accrée, tout ça, c'est l'anoxie du lac. C'est le phosphore et c'est l'anoxie du lac. La berge du Caucase dans Belle-Île. Oui, Belle-Île, c'est là qu'il y en a le plus. C'est là qu'il y en a le plus. Oui, c'est là qu'il y en a le plus, mais il y en a ailleurs aussi. Oui. Est-ce que vous avez aussi, juste un instant, je vais l'ajouter dans le fond. Oui, Oui, mais c'est ça, je vais le changer. Puis, je pourrais ajouter aussi, de tant qu'elle est dedans, la renouée japonaise. Oui, c'est ça, je vais demander si vous avez la renouée japonaise. Ici, en haut, c'est le champ d'épuration du club nautique. Là. Mais au moment là, on s'est aperçu que ça poussait là-dessus. C'est favorisé, évidemment, par le système d'épuration. Et l'an dernier, je pense qu'il a fallu tout arracher. Et on a réussi à préserver le champ d'épuration. Mais c'était dramatique. Puis si on avait attendu une année ou deux de plus, il aurait fallu changer le champ au complet. Puis en plus, à proximité du terrain d'âge, puis du Caucase. Il y en a aussi. Oui. Alors ça, c'est des plantes indésirables. OK. Donc, je vais le modifier. J'ai marqué vraiment présence d'espèces exotiques envahissantes, de plantes exotiques envahissantes. Je vais peut-être les séparer, les différentes plantes, parce qu'elles n'auront pas toutes les mêmes causes, les mêmes conséquences. Mais je vais prendre en considération berge du Caucase, fragmite, renouée japonaise qui sont ici. J'ai rajouté dans les conséquences identifiées l'anoxie, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait de l'anoxie à partir de 6 mètres au mois d'août, l'été, dans le lac. Fait que je l'ai rajouté dans les causes identifiées. Oui? Il y a une autre plante envahissante, puis on devrait mettre
plante envahissante en général parce qu'il y en a plusieurs qui ont colonisé le lac. Mais il y en a un qui colonise tous les plages. Ça fait comme un tapis dense vert. Lorsqu'on l'arrache, ça arrache en tapon, puis on le brasse, puis la matière verte, là, les feuilles ou filaments se détachent, puis il reste des racines blanches. Puis j'en ai parlé au ministère de l'Environnement, puis ils disent que c'est une espèce maritime là, qui vient du fleuve. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'elle fait ici. Mais il y a des citoyens qui m'ont contacté parce qu'ils perdaient le complément de leur plage. Au lieu d'avoir un fond de sable, ça devient un genre de tapis gluant, glissant. Est-ce que vous avez des photos? Oui. Cette plante-là, vous les enverrez aussi. Je vais prendre la peine de les identifier pour pouvoir les ajouter. Puis d'ailleurs, cette plante-là a complètement colonisé le haut fond du banc de sable également. Et c'est une plante qui colonise, là, je dirais, de 0 à 1 mètre à peu près. Là. OK. Est-ce que c'est partout, tout le tour du lac? Oh, oui, pas mal partout, oui. Parce que quand c'est arraché par les bateaux, par les jets des bateaux, ces filaments-là, les racines blanches se promènent en surface. Vous allez remarquer l'été, l'eau est couverte de petits filaments blancs. C'est les racines de cette plante. C'est les racines de cette plante. Ça se propage partout, là, c'est partout. Là. OK. Donc, vous m'enverrez une photo, je vais l'identifier, puis je vais regarder les causes que ça peut amener, les conséquences que ça peut amener sur un plan d'eau. Oui. Est-ce que vous en voyez d'autres à ajouter? Oui. Moi, ce ne serait peut-être pas nécessairement des faits saillants, mais dans les causes, là, comme M. Isabelle avait parlé à la dernière rencontre, les usagers des certaines embarcations, est-ce que ça peut entrer dans les causes pour la... On l'a fait tantôt dans le tableau d'avant. Oui, dans les causes potentielles, l'embarcation, les remorques, les plans d'eau, les embarcations, les remorques provenant d'autres plans d'eau. Il n'y a pas d'études qui prouvent à 100%. On le sait que ça a un impact, mais il y a pas, je l'ai mis dans le potentiel. Ça ne veut pas dire que le potentiel, ça ne veut pas dire que c'est pas ça qui se passe, mais ça veut juste dire que moi, je me suis basée sur les études antérieures, parce que quand on disait qu'on ne recommence pas la roue, je reprends toutes les études qui ont été faites et je ressors ce qui a été sorti. Mais c'est pour ça que j'ai quand même mis une colonne potentielle, parce qu'il y en a qu'on sait. C'est juste qu'il n'a pas été prouvé à 100% parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est que là, on parle de plantes myriophiles, sauf que la propagation de ces choses-là, c'est faite par certains bateaux. Exact. C'est ça, je pense qu'on c'est bien dans la littérature. Oui, c'est ça. Je pense que c'est clair. Navigation. Ça va? Oui. J'ai également racheté la navigation. Il y en a un autre que vous l'avez abordé, mais abordé un peu différemment. C'est toute la question de nos installations septiques. Vous l'avez abordé sur l'absence de consensus social. Mais c'est un problème réel, ça. De la navigation? Les les activités humaines, les installations septiques. Mais on va le voir, ça revient à partir. Là, on va tomber dans le sujet, le phosphore, azote et tout ça, c'est le prochain dans l'écosystème. Et dans les causes identifiées, parce que ça a été identifié par les études, il revient là aussi. Il est ailleurs. Là, on est dans l'écosystème. Il est là dans plusieurs endroits. On est dans l'écosystème, oui, exactement dans l'écosystème, mais les installations septiques vont venir dans l'écosystème pour le phosphore élevé, pour l'azote élevé, tout ça. Oui. La faible transparence de l'eau, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait indiquer là-dedans parce que ça réduit énormément la zone aquatique? Il y a quand même, dans le réseau de surveillance des lacs volontaires, la transparence que vous avez, comparativement au lac du Québec, est très bonne. Oui, mais quand ça tombe à 2.1, 1.7, ça limite la profondeur à laquelle les plantes aquatiques peuvent s'étendre, puis on voit qu'en bas de 5 mètres, il n'y a plus rien. Mais je vous dirais, pour les plans d'eau au Québec, là, si j'ai comparé avec le réseau de surveillance des lacs, avec les données qu'on a au Québec, puis les diagrammes qu'ils donnent, la transparence serait bonne. Ce serait pas... C'est pas une problématique observée en soi. Si vous me dites, par exemple, M. Isabelle, que avant j'avais 4 mètres, maintenant j'ai 2 mètres. Ça a diminué de beaucoup. Okay, parce que même si vous avez une bonne transparence pour les lacs au Québec, quand on voit qu'il y a une grosse diminution comme ça, ben, ça peut montrer soit qu'il y a plus de matière en suspension, ça peut montrer qu'il y a des plus grandes concentrations de biomasse d'algues microscopiques au niveau du plan d'eau. C'est le cas. Ça l'a diminué beaucoup? Oui. Je vais le mettre dans phosphore. On tombe dans phosphore. Je vais le lâcher dans phosphore. Ben, ça peut être aussi remis en suspension de sédiments par les bateaux.
Donc, la transparence peut être traitée comme sujet, que ce soit biologique ou que ce Donc, soit physique. présence de zones de sédiments. C'est ça? Que ça ferait d'autres sédiments ou que ça ferait du rebrassage de sédiments? Rebrassage de sédiments. Ça va être dans le phosphore à ce moment-là. OK, même si c'est des sédiments physiques, là. C'est Oui. pas du phosphore. Oui, ben oui, parce que dans les sédiments physiques, quand les sédiments physiques se brassent, ça rend disponible le phosphore dans la colonne d'eau. OK. Et quand l'eau est turbide, brun à cause de sédiments, puis c'est pas nécessairement du phosphore. Ça va être ben, on peut le mettre dans le sédiment aussi. Ou ça va être dans quel nombre, quelle d'eau, vous allez voir, c'est vraiment au niveau de la consommation et l'usage qu'on peut en faire. Donc, je vais le mettre dans le sédiment. Là, vous me dites que ça a été identifié, M. Isabelle? Oui, par le Bay West en particulier. Par laquelle? Diminution de la... Donc, il y a une étude là-dessus? Oh, oui. Dans le réseau de suivi volontaire des lacs, je devrais l'avoir aussi. C'est la Non, parce que le Est-ce que suivi volontaire, c'est uniquement à la faute. OK. Quand on a une diminution de moitié de la transparence de l'eau dans la baie ouest, là, Est-ce que c'est dans votre monitoring? C'est pas vu. C'est inscrit dans votre monitoring? Est-ce que je l'ai? Est-ce qu'on peut les Oui, suivre? bien, c'était ponctuel. On l'a fait pendant une saison. OK. C'était pour voir quand est-ce que... D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de mettre ça dans potentiel et faire une étude sur ça, sur la dégradation de la transparence de l'eau à cause de la remise de suspension dans la baie sud du lac qui est peu profonde. D'ailleurs, j'aurais un budget pour vous pour ça. J'ai une question là-dessus. Oui. Les qui est en suspension, est-ce que c'est temporaire ou ça demeure en suspension? Ça peut durer une semaine. Si c'est des particules paraffines, ça peut demeurer C'est dans un l'eau d'autre longtemps. effet que visuel. Oui. Visuel, puis aussi au niveau de la disponibilité de la lumière pour les plantes. OK. Parce que c'est comme un peu un effet inverse, c'est qu'on dit si l'eau est trop Exact. transparente, ça favorise la prolifération des plantes. Mais si elle est moins transparente, ça rend plus de phosphore disponible. Aussitôt qu'on brasse les sédiments, le phosphore, là, il y en a dans l'eau, mais il y en a une très grande majorité qui est captée au niveau des sédiments. Si ces sédiments-là sont rebrassés, quand ils sont captés dans les sédiments, il y a juste les plantes avec des racines qui peuvent l'utiliser. Mais quand on le rebrasse, tout ce qui est algues microscopiques, dont les cyanobactéries, là, eux, ils peuvent l'utiliser. Mais pour le phosphore, moi, ça va, je comprends, mais c'est des autres sédiments que je me posais la question. Bien, peut-être que ça vient modifier certaines zones de sédiments. Je l'ai quand même mis sporadique. J'ai mis diminution de la transparence de l'eau sporadiquement dans certains endroits. J'ai marqué des ouest en parenthèse. Puis, ce serait peut-être justement, comme M. Isabelle propose éventuellement dans le plan d'action, de venir en faire des études à savoir si ça vient modifier les zones de sédimentation ou ces zones-là. Fait que je l'ai quand même ajouté dans le potentiel pour qu'on l'ait en tête et qu'on puisse le prendre en considération lorsqu'on va venir le temps d'établir un plan d'action. Donc, ça va pour les plantes exotiques envahissantes? Oui. Dans l'écosystème, Oui. y a-t-il des études sur le système animal, ce qu'on a comme poisson, et qu'on en a? La seule étude dans l'écosystème qui parlait des poissons, c'est la CAPSA qui l'a faite en 2009. 2009, je crois. On avait fait la caractérisation du tributaire numéro 5, celui qui s'en va vers l'ancienne base plénaire. D'abord, Celui qui s'en va vers l'ancienne base plénaire. Puis, il y avait un potentiel pour l'ombre de fontaine parce qu'on en avait vu. Mais il y avait certaines problématiques là, identifiées. Je sais qu'on a déjà fait aussi des aménagements de feuillage dans ce cours d'eau-là, après l'étude. Mais il y avait quand même certaines problématiques identifiées, dont l'ensablement qui pouvait venir nuire à ça. Il y avait des embarques aussi qui avaient été identifiées. Ces embarques-là qu'on avait identifiées, ils ont été enlevés, mais les embarques peuvent venir de plusieurs choses, fait que ça se peut qu'il y en ait encore, mais il y a des potentiels dans les tributaires pour avoir de l'ombre de fontaine. Puis souvent,
Tu sais, dans les espèces de poissons, on les voit souvent avec l'ongle de fontaine parce que c'est une espèce qui est sensible, qui est fragile. Oui. Ben, deux choses là-dessus. On a assez régulièrement des problèmes de castor. Alors, ça, on l'a tous vu. Et aussi, on remarque qu'il y a dans les années 70, le ministère a implanté du masquinongé ici. Okay. C'était pas une espèce qui vivait au lac. Quand on était là, on ne prenait pas ça. Il n'y avait pas. C'est très dur. Il y avait beaucoup de diversité. Résultat, le masquinongé a bouffé les autres espèces, sur peut-être le chigan et quelques petits poissons qui restent. Crêpes soleil et des cochons. Crêpes soleil, il y a plus d'arbois, il y a plus d'arbois. Et l'autre chose, c'est que ces masquinongés ont tendance, la taille se réduit, ce qui veut dire qu'ils sont plus nombreux. Dès les premières années, prendre un masquinongé de 36 pouces, ça se voyait. Aujourd'hui, ceux qu'on attrape ont rarement plus que 24 pouces. S'il y a moins de nourriture, c'est peut-être une cause aussi. Oui, ça peut être ça, ils sont plus nombreux, peu importe la valeur de nourriture. Mais c'est aussi la pêche parce que c'est beaucoup du catch and release. Alors, ce qui arrive, c'est que les gros sortent, mais les petits restent. C'est un des meilleurs lacs de masquinongé au Québec. Alors, il y a une pression de pêche. Mais il en reste encore des gros, parce que l'année dernière, il y a 2 ans, il y a attrapé un de 34 livres, 47 pouces de long. Oui, j'en ai jeté un, moi, j'ai mis un sur les berges, puis je m'en suis débarrassé d'un qui était mort, on avait été rejeté. Mais généralement, on remarque une diminution de la taille des poissons. Une diminution de la taille des poissons. OK. Je vais l'inclure dans le... Là, j'ai marqué ici présente le castor au niveau des embarques, parce que moi, j'avais marqué potentiel, parce que... Dans la zone là où les plans de compensation pour les poissons prennent la base de plein air, là, souvent c'est là qu'on voit le castor, les castors. OK. Oui. Dans mon cas, le castor a mangé une dizaine de gros petits arbres feuillus dans la bande de plaine l'hiver. Dans les causes de déboisement, je peux l'acheter castor. Moi, j'ai protégé tous les jeunes pousses d'arbres avec un grillage dans la bande de plaine. Parce que le castor, fait que le castor devient problématique. C'est clair, j'avais des crayons de chantier dans la bande de Et chevreuils aussi, parce que ils sont en train de bouffer tous les cèdres. Oui, il y a une forte population. Hein. Et ça, je l'ai identifié à certains endroits aussi. Au niveau de la gestion de la forêt, à la CEPAC, les castors, c'était un gros problème à l'époque. Oui. Monsieur Dion, je pense que le directeur m'avait dit qu'ils sont plus attentifs à ça maintenant. Oui, M. Dion, il est d'ailleurs, il ne peut pas être ici aujourd'hui. Il est là. Il est là. Ouais, vous l'avez pas vu? Pas vous, mais oui, il ne peut pas être ici. Non, c'est M. Giroux. Mais il est supposé avoir quelqu'un qui représente M. Giroux. Bonjour, monsieur. Donc, ben oui, c'est ça, ben, M. Dion est là. Puis oui, ils m'ont envoyé également, je vais rajouter au portrait, parce que quand j'avais fait le portrait préliminaire, j'avais rien d'information sur la CEPAC. Mais M. Dion m'a envoyé vraiment l'entretien qu'ils font et le suivi qu'ils vont faire au niveau des, soit des chemins ou des ponceaux là, sur leur territoire. On avait parlé une certaine année où il y avait justement un problème d'embarque de castor, puis il y a eu vraiment une embarque importante qui s'est faite. À Catarina, il y a eu un effet de vidéo, dans tous les vieux embarques qui avaient plus de castor, ils ont bougé un en arrière de l'autre. Il y a une problématique sur la station légale. Comme vous savez, on ne peut pas faire de pêche, on ne peut pas faire de chasse, mais on ne peut pas faire de trappe. Là, c'est une problématique majeure pour contrôler le castor. Les seules actions qui se font, c'est avec la loi de l'éducation de l'eau. Là, quand à un moment donné, il arrive un bruit ou il arrive un danger, là, la MRC doit capturer le castor. Là, seulement là. À titre informatif, j'ai un projet pilote qui va se faire vraiment avec les agents de la faune. On va faire un relevé possiblement à l'automne avec des drones pour essayer d'évaluer la population de castors et le secteur ciblé et puis priorité c'est de toute façon. J'ai pas eu encore toutes les confirmations, mais ça s'enligne bien pour se faire à l'automne. On aurait une idée plus précise des colonies de castors présentes sur la station, sur le secteur.
Dans un processus de concertation aussi comme ça, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, la CEPAC n'ont pas accès à différentes subventions pour des projets réalisés directement sur le terrain, mais en ayant un projet de concertation, ces subventions-là vont devenir accessibles via la CAPSA qui chapeaute le tout. Fait que ça peut devenir intéressant aussi, mais oui, M. Dion s'assure de faire le suivi. C'est pour ça qu'on est allé chercher vraiment, comme je disais, tous les acteurs sur le territoire, parce qu'il y a certains territoires qu'on n'avait aucune information. Justement, ce territoire-là représente plus que la moitié de notre bassin versant, c'est très important. Oui, c'est ça, c'est une grosse partie. Oui? Pour ma connaissance, c'est quoi que ça fait, le castor au lac? Qu'est-ce que ça fait? À part les embarques, c'est ça. Ça peut faire des embarques qui vont venir modifier la dynamique des cours d'eau. Ça peut, si l'embarque le cède, à ce moment-là, ça peut amener des ondes de sédimentation et de l'augmentation de phosphore à certains endroits qui va pouvoir créer un bloom, soit de plantes microscopiques ou d'algues ou de plantes avec des racines, ou de plantes aquatiques. Et le castor est porteur aussi d'une bactérie qui peut venir contaminer l'eau de surface, parce que c'est la Giardia, qui elle, si on la boit, on peut être très 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 malade. Fait que moi, je me baignerais pas dans une place où il y a des castors. Fait que c'est ça, ça peut devenir problématique pour ça. Et ça peut causer de la déforestation, du déboisement au niveau du milieu riverain, qui est notre milieu protecteur, parce que les autres, ils ne vont pas couper les arbres qui sont super loin, ils se concentrent sur le bord. Comme je disais, on n'a pas besoin de permis. Non, ils n'ont pas besoin de permis. Le castor, on a parlé ici des temps de compensation, mais dans la charge, on a vu plusieurs fois des barrages de castor. Et l'autre problématique, c'est le canard. Le canard avec les déjections, le dermatite du baigneur. Oui, on l'a dans le phosphore élevé, dans les causes potentielles. Je l'ai aussi à quelque part. Non, je l'ai pas. Dans la qualité de l'eau. Dans la qualité d'eau, je l'ai, oui, parce que ça a directement un lien avec l'eau qu'on boit. Je peux même l'ajouter dans le phosphore, le canard, parce que ça a une source directe de phosphore dans cette section. Surtout quand on les nourrit. On les concentre au même endroit quand on les nourrit. Ça va pour les plantes exotiques envahissantes. On va passer pour le phosphore. Justement, le phosphore élevé, c'est un fait problématique qui a été observé non seulement dans l'eau, mais également dans les sédiments. Il y a une étude qui a fait des carottages au niveau des sédiments pour évaluer le taux de phosphore qui était capté dans les sédiments. Bonne nouvelle, au niveau des sédiments, il y a une diminution du taux de phosphore dans les sédiments. Entre 50 et 60 cm de profondeur, c'est là qu'on remarquait les plus grandes concentrations. Dans cette étude-là, ils disent que c'est relié aux activités du passé, les activités anthropiques du passé. Puis par la suite, au-dessus de 30 cm, on avait une diminution du phosphore. Par contre, on n'a pas observé dans cette diminution de phosphore-là, c'est que oui, il y avait moins grands apports, mais l'étude n'a pas pris en considération que les plantes aquatiques qui poussent les premiers sédiments, les premiers centimètres de sédiments, viennent en capter une grosse quantité aussi. Donc, mais il y a quand même une diminution dans la courbe du phosphore au niveau des sédiments. Mais il y en a quand même. Donc, les causes, installation septique désuète ou non conforme, densification du nombre d'installations septiques. Donc, pas seulement parce que même s'ils étaient tous conformes, plus on densifie les installations septiques autour d'un plan d'eau, plus il y a des risques de contamination d'apport de phosphore. Présence d'installations septiques dans des zones inondables 0-20 ans. Il y a également augmentation du nombre d'usagers. Madame Giron, qui avait fait la présentation sur les installations septiques, disait que plus il y avait d'usagers par maison, plus il y avait de phosphore qui s'en allait dans la fosse, donc éventuellement, plus il y a de phosphore qui va être éventuellement relargué. Augmentation du transport des sédiments dans le bassin versant dû à l'accentuation de ruissellement de surface. Donc, comme je vous disais, dans les sédiments, il y a du phosphore aussi. Donc, lorsqu'il y a plus de sédiments qui est emmené vers le lac, ça cause encore une augmentation du phosphore. Et les activités anthropiques du passé, c'est un peu ce que je vous disais, l'étude qui avait été faite qui montre qu'il y aurait eu un gros apport avec
développement au départ. Oui? Je vais enchaîner en disant augmentation du nombre des usagers. Oui. Il y a un phénomène qui se joint à ça, c'est l'occupation de l'usage. Parce qu'autrefois, c'était des chalets, des installations étaient sollicitées 3 mois par année. Et là, maintenant, on est rendu à 60% d'habitation habitable à l'année, de résidence habitable à l'année. Donc, les installations septiques servent 12 mois par année au lieu de 3. Alors, ça aussi, ça crée une pression. On voit juste par le nombre d'électeurs. En 2001, il y avait 201 personnes qui habitaient au Lac-Sergent en permanence. Aujourd'hui, on approche les 600. Juste dans la ville de Lac-Sergent. Okay. 200 à quelle année? 201 en 2001. On est rendu à pas loin de 600 aujourd'hui. C'est d'ailleurs des chiffres de la population, M. Bédard, c'est des chiffres que je vais vous demander pour mettre à jour, parce que nous, ils datent de vraiment longtemps avec les études. Puis dans le portrait préliminaire, j'ai juste pris ces chiffres-là, donc on va pouvoir remettre ça à jour. M. Faneuf également, je vous ai dit tantôt, je vais vous demander de ces chiffres-là éventuellement là, pour remettre à jour là, le nombre d'habitants dans le bassin versant. Les plus grosses sources de phosphore, c'est quoi? Présentement, ce qui revient, il y a beaucoup d'installations septiques qui revient. Il n'y a pas d'étude à dire quelle était la principale source, mais c'est ça, il n'y a pas d'étude qui dit c'est quoi la principale source de phosphore. Avant, il y avait les produits ménagers, mais maintenant, les produits ménagers, la plupart n'ont pas J'utilise seulement des produits sans phosphore. C'est ça, la plupart. Mais je pense qu'il y a une réglementation aussi qui a passé autour du lac par rapport à ça. On ne doit pas l'utiliser exactement. Depuis 8 ans, il n'y a aucun savon avec phosphore qui a le droit. Je vous dirais que c'est les déjections, la plupart des. En 2001, le plan directeur, il disait que 50% du phosphore provenait des installations septiques et 50% des eaux de ruissellement. Depuis ce temps-là, évidemment, le nombre de fosses, les fosses ont vieilli, le nombre de fosses a augmenté, l'utilisation a augmenté. Et de l'autre côté, pour les eaux de ruissellement, il y a eu un effort qui a été fait sur la renaturalisation des rives du lac, des frappes à sédiments. C'est ça, il faudrait qu'il y ait d'autres études qui soient faites, qui soient réalisées pour savoir la source principale. Mais parce que présentement, c'est les différentes sources, mais comment il en provient de un plus que de l'autre, je ne pourrais pas vous dire parce qu'il n'y a pas d'études qui se sont penchées sur ça directement. C'était mentionné. De 2001. C'est ça, je ne peux pas me fier sur 2001 parce que c'est plus les mêmes normes, c'est pour ça que je ne l'ai pas inscrit, parce que c'est une étude qui date de déjà plusieurs années. C'est pour ça que je suis allée dans les potentiels. Oui. Ton phosphore, oui. Il a augmenté, mais est-ce qu'on a des chiffres? Puis comment est-ce que, parce que là, tu me dis que dans les sédiments, il y a une certaine dose à X profondeur, etc. Mais est-ce qu'il y a une mesure quantitative qui peut être bonne? À titre d'exemple, on prend une mesure mais que le lac va caler, puis après ça, on dit on prend une mesure l'année prochaine, puis on peut comparer. Est-ce qu'il existe une mesure quantitative? Il existe des mesures quantitatives qu'on peut prendre pour avoir un bon suivi du phosphore. Par contre, il faut le faire dans toute la période. C'est pas une mesure ponctuelle une fois. Il faudrait avoir plusieurs échantillonnages au cours de l'été à différentes périodes. Donc, dans la période de brassage, dans la période de l'été où il y a moins de et c'est quoi tu mesures? Mouvement. C'est le phosphore. Dans l'eau? Direct, le phosphore, les orthophosphate puis le phosphore total, digéré. Parce qu'on ne peut pas, je ne pense pas que pour l'instant, on ne peut pas sous-évaluer ou surévaluer ce qui s'est fait dans le passé. On peut avoir des conséquences sur ce qu'on fait dans le futur. Et je pense que si on fait une mesure dans l'eau proprement dit, et que, je ne sais pas, moi, dans quelques temps, on voit qu'il y a une diminution, c'est là qu'on peut se rendre compte. C'est sûr que le sédiment va toujours rester. Le sédiment va toujours rester. Ce qui est dans les sédiments va toujours rester. Une des études qui est intéressante, qui se fait dans plusieurs plans d'eau présentement, qui est comme nouvelle, c'est, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'étude au niveau des diatomies. Des qui? Des diatomies. C'est des organismes qu'on va retrouver dans les sédiments. Donc, ils vont faire des carottages, puis ces organismes-là nous donnent vraiment des bons indices sur les activités du passé, d'où ça provient. On est capable de les dater aussi
précisément. Fait que dans certains lacs, c'est arrivé, là, dans le coin, là, je pense que c'est le lac à Tortue, dans ce coin-là, il avait fait les indices de diatomée dans les sédiments, puis parce qu'il y avait un gros problème de phosphore. Puis il se disait, ben, c'est à cause que ça l'a développé partout, que c'est pour ça qu'on a beaucoup de phosphore. Fait qu'ils ont fait l'indice des diatomées, puis l'indice des diatomées montrait que, originalement, dans ce lac-là, le taux de phosphore était déjà très élevé, même avant qu'il y ait des développements, parce qu'ils sont capables de le dater. Fait que même avant qu'il y ait des développements, il y avait déjà un taux de phosphore très élevé dans ce lac-là. C'est sûr que le développement les avait augmentés, mais à la base, c'est déjà un lac qui était enrichi de phosphore au départ. Fait que là, on s'est trouvé plus quelles étaient les causes naturelles qui pouvaient venir amener du phosphore dans le lac. Parce que oui, le développement en avait amené certains, mais il y avait déjà un taux élevé de phosphore. Oui, bien justement, l'APEL travaille là-dessus. On a des mesures historiques là-dedans et on s'est doté de la plateforme Enki qui va être en ligne. Alors, on va pouvoir voir l'évolution de ces choses-là dans les dernières années. Et là, je ne secrète pas les chinelles, on s'apprête à changer nos installations septiques individuelles. Et il y a eu une étude de la ville pour savoir quel type d'installation pourrait chacun des propriétaires pourrait ou devrait installer. Et on sait que par cette étude-là, si on faisait comme c'était dans cette étude-là, on va augmenter le phosphore de 17 l'azote de 90 Ça, c'est sans compter si des systèmes, on met d'autres types de systèmes, parce que ça coûte moins cher, c'est plus simple, on va être plus complaisant. Alors, ça aussi, une des missions que la thèse s'est donnée, c'est que dans les prochaines années, nous, c'est compétent, donc il va y avoir augmentation, et on va le mesurer, et ça va apparaître dans les statistiques sur la plateforme. Mais c'est le fun que vous faites le suivi comme ça. Je vais avoir accès, on va avoir accès à ces données-là. Donc, c'est des données qu'on va pouvoir rajouter également au fil du temps là, dans notre portrait et dans notre diagnostic. Par contre, la mise aux normes des installations septiques, moi, j'ai pas les chiffres réels là, de toutes les études. On n'est pas experts sur les différents types d'installations, le rejet et tout ça. Mais la mise aux normes, comparativement à des installations qui sont désuètes présentement, qui ne sont pas aux normes, c'est sûr que ça peut juste améliorer. Je ne dis pas que ça va arrêter d'amener du phosphore ou de l'azote dans le plan d'eau, mais c'est sûr qu'il va y avoir une amélioration par rapport aux installations qui sont là présentement en place. On a une amélioration des installations, mais l'effet sur le phosphore et l'azote, ça va être désastreux. C'est ça, mais ça va être les études qui vont le montrer. Moi, je ne peux pas me prononcer sur les études qui vont être faites par rapport à ça. Potentiel, mise aux normes inadéquates. Je peux l'écrire dans le potentiel, mise aux normes inadéquates, mais on doit se plier à une réglementation qui va au-delà. Il n'y a pas de mise aux normes. Ça, normes. c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Il y a deux choses là. Quand la ville, c'est la ville qui doit appliquer FIDER 22. Là-dessus, elle n'a pas le choix, c'est le gouvernement. Oui, exactement. Là-dessus, sur FIDER 22, le contrôle du phosphore et de l'azote, le règlement il est mal fait. Mais on ne peut pas rien y faire. On ne peut pas rien faire sur la réglementation. Vous avez raison quand vous dites ça. L'autre dimension, c'est le choix de l'installation septique dans les études de caractérisation. Et on a vu toutes sortes de choses dans le passé avec des soi-disant spécialistes. Mais là, M. Racine, les études vont être faites. Pardon? Les études vont être faites pour le type d'installation. On va avoir des études de caractérisation pour chacune des nouvelles installations. Sauf que ceux qui font les études, là, on a beaucoup encore de fly-by-night. Mais je pense... Et là, écoutez, pas plus tard que l'année dernière, il y en a une qui s'est installée dans un milieu humide ou un marécage. Comment vous voulez faire un contrôle? Alors, ça là-dessus, la Ville a un contrôle sur la qualité des études de caractérisation. Et si elles sont mal faites, on va, les chiffres que j'ai mentionnés tout à l'heure, le phosphore et l'azote vont augmenter encore plus. Je vous dirais, pour n'importe quelle étude, si elles sont mal faites, voilà. On a des répercussions, que ce soit pour les installations septiques, que ce soit pour les chemins ou quoi que ce soit. Faut s'appuyer sur des études des experts qui vont être capables de le faire. Par contre, je crois que M. Bédard, au niveau de la formation qu'il veut faire, il est allé chercher des enseignants pour donner de la formation qui forment justement les différents acteurs sur le terrain. Donc,
il n'est pas allé chercher quelqu'un, une firme spécialisée qui pourrait se dire, qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts en disant ben moi je vais faire la formation, je vais dire que c'est ça qui est bon parce que c'est ça qu'on va pouvoir mettre sur d'autres. Si vous le permettez, on va reporter le débat un peu plus tard. Oui. On a long à dire là-dessus. Oui, exactement. On va reporter ça un peu plus tard. Exactement. Je ne pense pas que ce soit le débat aujourd'hui, mais je pense qu'en allant chercher des experts qui n'ont pas de conflit d'intérêt, un peu ce que la Ville a décidé de faire en allant chercher des enseignants, on va essayer de pallier à ça, là, justement, la problématique des experts qui, on en connaît, il y en a qui sont sortis dans les médias, qui voulaient se mettre de l'argent dans leur poche en mettant différents types d'installations à différents endroits qui, légalement, ne se faisaient pas. Donc, c'est un tout autre débat, mais de savoir que l'appel va se pencher à pouvoir suivre le taux de phosphore d'année en année. On pourra également se parler sur les techniques et la mesure, la façon dont on va le calculer pour que ce soit pareil d'année en année pour s'assurer justement d'avoir des données qui vont être quantitatives et non qualitatives, comme par exemple dans le cas de la cruise de Hack, où c'est vraiment qualitatif. Donc on va pouvoir se baser sur des données plus... Le programme de monitoring de la PELS qui a commencé en 2004, c'est basé beaucoup sur LSVL, mais c'est bonifié. Oui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'étude avec des tests de phosphore du ministère de l'Environnement, de la CAEQ, qui est un test... Vous les faites par les laboratoires? Vous les faites l'analyse par le laboratoire? Oh oui, absolument. De très haute qualité. D'ailleurs, c'est le top of the line. Là. Il y a eu, probablement dans les années 2008 à 2012, c'est allé en laboratoire privé, avec des LDM moins intéressants, mais on revient à charge à faire ça avec l'étude, avec des tests du ministère. Et puis également, non seulement qu'on prend les échantillons à 1 mètre de surface à la fosse, à 4-5 périodes de l'été, à tous les mois, c'est qu'on le prend également à 1 demi-mètre du fond. Et on mesure aussi l'état d'anoxie et le quantité de phosphore qui est relargué par les sédiments. Okay. Donc, dans les années passées, on a vu des périodes d'anoxie profonde, on a vu des périodes de relargage. Et dans les années subséquentes, on dirait qu'il y a eu une amélioration. Peut-être que c'est le bénéfice de la réduction ou l'élimination des phosphates dans les produits, parce qu'on est à 70% des vidanges périodiques. Nous savons aller dans le lac. Oui, oui. Alors, à ce moment-là, le fait qu'on bénéficie maintenant de cette amélioration-là, on nous laisse à croire qu'il y a quand même eu une certaine amélioration. Mais ça va être à suivre. Mais c'est à suivre, puis c'est ça que... C'est d'ailleurs, j'allais vous orienter pour l'analyse vers le laboratoire du ministère, qui sont habilités et habitués de traiter des données environnementales au niveau des lacs. Plus qu'un laboratoire, par exemple, privé, qui, eux, vont surtout faire des analyses au niveau de la potabilité ou des eaux usées. Exactement. Alors, ce qui arrive, c'est que dans le cas des eaux usées où le taux de phosphore est super élevé, c'est un test de peu de précision. Exactement. Tandis que celui de vrai pour les lacs, c'est fait pour des lacs avec une eau absolument pure, des lacs oligotrophes, où il n'y a presque aucun phosphore, donc c'est un test qui est hyper. Oui, donc c'est d'ailleurs vers ça, je ne savais pas c'était quoi vos types d'analyse. Parce que nous, la capsule, l'année passée, on a fait l'échantillonnage de plusieurs tributaires, on l'a fait avec la fousse de Hack. Fousse de Hack, ça nous permet d'avoir une donnée qualitative de l'eau. Donc, je ne peux pas me fier sur les résultats, ça me donne des chiffres. Mais je ne peux pas me fier sur ces chiffres-là de fois en fois pour dire qu'il y a une augmentation ou quoi que ce soit. La seule chose que je peux dire avec la fousse de Hack, c'est une forte présence de phosphore, par exemple, dans ce tributaire-là. Bien là, il faudrait pousser peut-être l'analyse plus loin en faisant des tests qui vont être mesurés en laboratoire pour essayer de trouver quelles sont les sources potentielles. Mais ça peut m'indiquer quand même les fortes concentrations dans certains secteurs. C'est pour ça que dans les études, peu importe l'étude, il faut faire attention avec les différentes données qu'on va aller chercher. Dans le passé, on mesurait aussi les taux de phosphore dans les tributaires, mais pour le budget cette année, on ne le fait pas. Mais ça, c'était quand même intéressant parce qu'on avait peut-être un niveau de phosphore de 20 dans le lac, en moyenne, 15-20, mais dans les tributaires, on pouvait avoir 70-80. Oui, mais c'est ça, l'année passée, on l'a fait dans des baies, puis on l'a fait aussi, on l'a fait à 3 reprises. On aimerait ça le faire plus, mais on l'a fait à 3 reprises dans des baies dans le lac, puis on l'a fait aussi dans les différents tributaires.
qui avaient été ciblés plus problématiques dans les différentes études. J'ai pas encore mâché tous ces résultats-là, mais éventuellement, ça va apparaître également dans le portrait, puis ça va permettre de cibler quel tributaire aurait qui apporterait potentiellement plus de phosphore, puis éventuellement, dans le plan d'action, ce serait peut-être d'aller travailler plus précisément sur ces tributaires-là. Oui? On parlait de diatomée, ça donnerait des résultats peut-être intéressants pour connaître la vie du lac sur une plus longue période, de voir comment c'était. Oui, parce qu'on est capable de dater. Donc, très longtemps passé, ça se pourrait que ces résultats-là disent qu'on avait un lac qui était très haut en phosphore avant l'occupation humaine. Avant le développement humain, oui. Et que là, il est mieux que jamais été. Ça se pourrait. Oui, il faut dire qu'il est mieux que jamais été. On verrait les détails des années 60, 70. On serait capable de noter précisément à quel moment il y a eu une augmentation de phosphore, puis on pourrait retourner dans le temps pour essayer de voir est-ce que c'est le développement, est-ce que c'est 30 ans après le premier développement où les installations commençaient à être visuelles, est-ce que c'est quand les gens, il y a eu la densification de la population, puis il y a eu plus de résidences qui se sont mis, donc parce qu'ils sont capables de dater. C'est pour ça qu'après ça, dans l'histoire, mais on est capable de venir plus précisément cibler. Ils ont fait lac Saint-Charles, entre autres, puis effectivement, ça donne une très bonne idée d'un portrait global d'un lac. C'est le fun d'avoir des résultats avec des vues très proches de petites variations, mais ce serait bon d'avoir un portrait vraiment à long terme du lac. Il y a eu du caractère de fait par l'Université Laval à un moment donné. Oui, c'était pas par les. C'est pas pour les diatomies, c'est pour le taux de phosphore dans les sédiments, comme je vous disais, entre 50 et 60. Ils reliaient ça probablement au développement, parce qu'entre 50 et 60 cm de profondeur dans les sédiments, ben, ça correspondrait pas mal avec le taux de sédimentation qu'ils ont calculé, que ça correspondrait pas mal aux années où il y a eu du développement. Mais. Ça va aller plus. Non. Mais c'était surtout un intérêt de Mme Valdez pour les métaux lourds. Pour les métaux lourds, oui. Vous voulez savoir également les métaux lourds, mais ce qui en est sorti, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Il y en avait un peu, mais pas à des concentrations qui pouvaient devenir problématiques. Il y avait des places spécifiques. Exactement. Oui? Moi, Loïc, je ne sais pas si tu avais fait l'agenda de la journée, mais dans ma tête, à moi, c'était le diagnostic des études antérieures. J'ai comme l'impression que si on s'étire continuellement comme ça, on va passer sur d'autres sujets, puis à midi et demi, on n'aura pas fini. Je connais pas c'est quoi le plan d'action de A à Z. C'est quand même bon, c'est ça. Oui, je sais, mais est-ce que c'est le but de la rencontre aujourd'hui? Je ne sais pas tous les autres. Le but de la rencontre, c'est de présenter, oui, d'avoir des points comme ça qu'on peut ajouter dans le tableau, c'est important. Les ateliers de vision puis d'orientation, ça se fait quand même assez rapidement. Donc, présentement, il n'y a pas de problème. Je pense que de parler des diagnostics des causes potentielles et des conséquences potentielles, c'est quelque chose qui est super important parce que c'est ce qui va nous permettre de cibler les actions plus tard. J'avais juste peur qu'on allait trop loin ici. Bien, dans certains sujets, je dirais oui, vous avez totalement raison, mais on va continuer. Fait que ça va, oui? Je voudrais faire un point parce que c'est l'intervention que je fais récemment. Le jour aujourd'hui, c'est pas de faire un débat. Et moi, je suis silencieux, je suis là pour écouter. Il y a un représentant pour la ville, qui est M. Artaud, sur le comité. L'important, c'est d'avoir l'opinion des gens parce que la mission de la ville, on va le prendre une fois qu'on aura les études, il y aura le consensus fait avec la table. C'est important pour, je pense, que les gens participent, qu'on avance avec les informations. Puis par la suite, les décisions vont se prendre. Parce qu'il n'y a pas de décision préconçue. Il n'y a rien fait jusqu'à présent. Puis le restant, c'est important, c'est qu'on ait l'opinion de tout le monde pour réussir à faire avancer tout le monde. Puis qu'on travaille tous ensemble. Donc, on va continuer. Fait qu'on avait vu les causes identifiées au niveau du phosphore. Les causes potentielles, il y a tout ce qui est utilisation d'engrais domestiques et commerciales. Je l'ai mis là, même s'il y a une réglementation maintenant qui existe, que vous n'avez plus le droit d'utiliser de l'engrais. Souvent, les gens disent, c'est pas de l'engrais, c'est mon compost que je fais chez nous. Eh bien, c'est de l'engrais. Donc, je l'ai mis là juste pour vous sonner une petite cloche. J'ai marqué commercial aussi parce qu'on a le golf également qui est sur le territoire, qui doit être utilisé, mais qui sont très bien gérés au niveau environnemental. Ils ont des réglementations à respecter, mais je l'ai mis là également pour commercial. Mais M. Giroux du golf nous transmet également tout son suivi, puis ses calendriers d'épandage et tout ça selon les réglementations à suivre. Donc, il fait partie de la table, puis il nous donne ces renseignements-là également. Oui? Rajouter le TSP.
Le TSP? Oui. Le phosphate trisodique qu'on utilise pour décaper les chalets. C'est du phosphore pur. C'est quoi ça? Ben, c'est pour accréter pour la peinture. Si on va pour accréter les chalets, c'est ce que je recommande de prendre. Il y a le TSPE, mais il nous dit c'est moins bon. Ouais. C'est de la dynamite. Oui, c'est un dégraisseur assez épouvantable. Oui, ça dégraisse des lacs, pas vrai. Donc, c'est ça, il y a les engrais, j'ai rajouté, le TP, je vais rajouter TSP tantôt. Remise en suspension du phosphore par le brassage effectué par les embarcations à moteur. Puis l'apport atmosphérique, parce que dans l'atmosphère, quand il y a des pluies, ben, il y a des particules, puis c'est minime, l'apport qu'il peut y avoir, mais c'est des choses qui ont déjà été calculées. Conséquences identifiées, l'augmentation de plantes aquatiques, l'augmentation de la biomasse d'algues microscopiques, donc la chlorophylla, floraison de cyanobactéries, accélération du processus d'eutrophisation, compromet certaines activités récréatives, comme la baignade, la natation, tout ça, dépassement de la capacité de support. Donc, c'est toutes des choses qui ont été identifiées dans les différentes études, qui sont reliées directement à une augmentation de phosphore. Oui? Très simple. Qu'est-ce que ça comprend au niveau de la navigation qu'il y a du phosphore dans le lac? Non, c'est une conséquence. Oui, je sais, mais c'est quoi que ça fait? Ça peut identifier une conséquence, mais ça fait quoi, là? C'est quoi la conséquence? C'est qu'il y a le relargage du phosphore qui est capté dans les sédiments. Ici, une remise en suspension. Excuse-moi, juste, tu as écrit, compromet certaines activités récréatives. Navigation. Le fait qu'il y a un phosphore parce qu'il y a élevé. une augmentation de plantes aquatiques quand il y a du phosphore élevé. C'est pour ça que ça peut venir. Tu l'avais ailleurs. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que ça peut venir indirectement, tout comme la baignade. Le fait que j'ai beaucoup de phosphore dans mon lac, ça ne m'empêche pas de me baigner. C'est pas néfaste pour moi. Sauf que le fait qu'il y ait beaucoup de phosphore, ça va faire qu'il y a plus de plantes aquatiques, puis ça va faire que là, ça va être plus plat de se baigner. Fait que c'est pas direct, c'est pas des conséquences directes, mais c'est indirect. Oui, exactement. Okay. Donc, des points qui sont sortis des études qui m'ont accroché, la profondeur du lac est encore là. Vu que s'il y a beaucoup de phosphore, plus de plantes aquatiques parce que le lac est plus profond. Floraison de cyanobactéries, il y en a eu deux principales. Depuis 2008, il y en a, puis il y en a eu deux principales, dont en 2008, tout le lac, et en 2014, la moitié du lac. Donc, c'est des floraisons importantes. L'anoxie à partir de 6 mètres de profondeur, au mois d'août, a été calculée. Là, M. Isabelle me dit qu'il y avait d'autres données par rapport à ça, donc je vais les ajouter par rapport à ça. Il y a 190 résidences riveraines qui sont dans zone potentiellement inondable. Ça a été identifié dans une étude en 2002. 32% des systèmes sanitaires qui sont situés dans les zones inondables. Ça a été identifié dans une étude en 2008. J'ai mis les années parce que ça peut avoir changé avec le temps. 82% des systèmes sanitaires classés B- et environ 2% qui ont obtenu la cote C. B-, ça veut dire qu'il y a un risque environnemental non négligeable, mais qu'il n'y en a pas pour la santé. Et C, c'est son nom conforme, il y a des risques d'urgence sur le terrain ou il y a des risques pour la santé et l'environnement. Donc ça, c'est une étude en 2012. Capacité de support du lac largement dépassée. En 2005, en 2001, on l'avait calculé de façon théorique. Donc on se disait que le taux de phosphore qui arrivait dans le lac était estimé à 25,4 microgrammes par litre. Et que sans habitation, il avait fait le calcul, il avait mis ça dans un modèle théorique, c'est pour ça que j'ai marqué théorique. Et sans habitation, il serait supposé être à 4,8 microgrammes par litre. Le ministère dit qu'on ne doit pas dépasser qu'un lac, pour pas qu'il dépasse la capacité du support, ne doit pas dépasser de 50% son taux à l'état naturel. Donc on voit que ça dépasse ici. Et en 2005, dans le cadre écologique de référence, ça a été calculé, et non pas seulement théorique, la capacité du support aurait dépassé de 6,4 fois la capacité du support que le lac était capable. Et là, je l'ai mis dans le phosphore, parce que la capacité de support, on le calculait avec le phosphore seulement. C'est pour ça qu'il est dans le phosphore, capacité de support. On n'a pas d'études antérieures du niveau du lac. Il n'y a pas d'études antérieures, c'est les seules études que j'ai. Et je vous dirais maintenant que la capacité de phosphore est mise en doute dans plusieurs études parce que justement, ça prend seulement le phosphore en considération. Puis il y a d'autres paramètres maintenant qui peuvent être pris en considération. Donc, c'est mis en doute la méthode de calculer qui ont été pris dans ces études-là pour la capacité de support. Mais c'est des chiffres qui sont sortis, donc c'est pour ça que je vous les mets.
Oui. Très simple. Tu parles des zones inondables, OK, 32%, etc. Est-ce que tu as déjà une étude ou le plan directeur de ce qui existe en environnement? Je sais que les zones 0, 20 ans, 0, 100 ans sont en transformation. Oui. En cause des changements climatiques. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va tenir compte? C'est quelque chose qu'on devrait tenir compte. Moi, je me suis basée sur les études qui avaient été faites et les zones inondables qui ont été identifiées jadis. Si les zones inondables sont modifiées, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on devrait prendre en considération. Mais il n'y a rien de sorti encore. Il n'y a rien de sorti encore. Merci. Donc, ça va pour ça? Pardon, madame? Oui. Quand vous parlez de zone inondable, vous parlez Oui. des 0,20, 0,5? 0,20. 0,20. Moi, je suis juste allée dans cette étude-là, il parlait seulement des zones 0,20 ans. Okay. En même temps, on sait que la zone 0,100 ans, depuis 2000, on a dépassé 3 fois. Oui, c'est ça. Mais comme je vous dis, moi, je me suis fiée à... On n'a pas fait d'études. Le but, c'était de prendre ce qui existait déjà. Puis, si dans le plan d'action, on n'a pas de données là-dessus, une des premières actions qu'on va faire, c'est d'aller chercher de l'information sur ça pour pouvoir l'inclure dans notre portrait. C'est pour ça que je vous le mets, puis j'ai mis les dates en parenthèse, juste pour vous montrer de quand ça date, puis peut-être orienter les actions vers la recherche d'informations. On va voir cette question-là à cause du changement climatique. Et quand il y a eu la construction du barrage, la NRC nous a obligés non seulement à les calculer, à les cartographier, mais c'est inclus dans le schéma d'aménagement de la NRC pour le lac Saint-Jean. C'est inclus maintenant, oui, les c'est ça. zones 0,20 ans, 0,100 ans. Et aujourd'hui, ça va être à revoir aussi. Oui, exactement, exactement. Donc, ça va pour ça? Oui. Maintenant, on a l'azote élevé qui est sorti d'un problématique fait saillant. Azote élevé, les causes identifiées dans les études antérieures, les installations septiques désuètes ou non conformes, la densification du nombre d'installations septiques, la présence d'installations septiques dans les zones inondables 0,20 ans, l'augmentation du nombre d'usagers. Je pourrais rajouter, comme M. Racine m'avait mentionné, l'augmentation du nombre d'usagers, mais comment il avait dit ça aussi pour... La modification des usages. Modification des usages. Ça, c'était dans quel outil? La mention de l'azote élevé. Il y en a plusieurs études qui touchaient, j'ai pas toutes les sources, mais il y en a plusieurs études dans ce qu'on a qui touchaient sur... Non, il y a une étude, pardon, c'est pas vrai. Il y a une étude qui touche sur l'azote élevé. C'est une étude de 2001. C'est la seule donnée pour l'azote qu'on a. Oui? On vient de mettre 2 fois permanente versus... saisonnier. Saisonnier, merci. Ne devrions-nous pas tenir compte que le lac va être peut-être 100% à un moment donné permanent? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on devrait tenir compte dans un plan d'action? Ça va être dans le plan d'action qu'il va falloir en tenir compte. Il va falloir peut-être une action qui va être du suivi de l'urbanisation au fil des ans. Pour toujours venir s'assurer, ou du suivi ou de la modification de la permanence versus les saisonniers, pour s'assurer que les actions qu'on entreprend ont encore un rôle, sont encore conformes. Sont encore pas conformes, mais sont encore corrects. Parce que c'est sûr qu'on va tomber à 100% de permanence. Éventuellement. Je ne sais pas dire quand, mais c'est certainement que d'ici 10 ans, quelque chose du genre 15 ans, il y a des sortes de changements. Oui, mais c'est ça, ça va être dans le plan d'action à ce moment-là. Il va falloir le noter. Oui. Comprendre. Donc, potentiel, toujours engrais domestique commercial. Est-ce qu'on ne devrait pas rajouter ici apport atmosphérique? Parce que c'est important, je pense, pour l'azote. Apport atmosphérique, je pense. Oui. On peut le rajouter. Pour le phosphore. Pour l'azote. Pour l'azote aussi, que c'est des vies. Est-ce que c'est le cas? Ajouter l'apport atmosphérique d'azote potentiel, je pense. Est-ce que je me trompe? La plupart des études, je peux le marquer dans le potentiel puis à vérifier. La plupart des études parlent de phosphore, mais la plupart des études auparavant étaient faites seulement par le phosphore parce que c'était le phosphore qui avait été identifié comme limitant pour les l'utilisation des lacs.
Mais, étant donné que l'azote est le gaz le plus important dans l'air, il devrait y avoir une certaine part. Je vais vérifier, voir s'il n'y a pas des études qui parlent de ça, donc je vais l'ajouter dans le potentiel, puis je vais faire une vérification. C'est la raison pour laquelle on vous a pas l'azote, quand même, ça l'époque. Je pense que la tête présente, il y a un quantité dans l'atmosphère, mais ça ne veut pas dire qu'elle est présente dans l'air. Je ne sais pas, je pose la question. Oui, bien c'est ça, je vais mettre dans le potentiel, puis je vais marquer à vérifier, voir s'il y a des études de la part atmosphérique au niveau de l'azote. Il y a 79% d'azote dans l'air. Oui, mais à savoir si elle se transfère dans l'eau. Ben là, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je vais vérifier. Mais honnêtement, on ne peut rien faire à ça. Même s'il y en a. Non, mais on peut rien faire. On peut rien faire, mais il faut juste le considérer dans les sources potentielles. C'est ça que je dis. Simplement. Oui, exactement. Donc, les conséquences, augmentation des plantes aquatiques, augmentation de la biomasse d'algues, floraison de cyanobactéries, accélération du processus d'eutrophisation, compromet certaines activités récréatives. Encore là, c'est pas une cause directe, c'est indirect avec l'augmentation des plantes aquatiques. Les choses que j'ai remarquées, mais c'est encore les mêmes choses que le phosphore. C'est tous les mêmes points qui peuvent venir jouer. La seule chose que j'ai rajoutée ici, c'est qu'on a une seule donnée seulement pour l'azote en 2001. Donc, on n'a pas beaucoup de données pour l'azote. Puis à ce moment-là, on avait mesuré 0,6 mg par litre. Ça se rapproche des valeurs qu'on retrouve dans les grandes zones agricoles. On dit que si on dépasse le 1 mg par litre, on se retrouve avec une problématique de surfertilisation. Donc, on peut voir qu'on était quand même proche d'une grande zone agricole, puis qu'on n'en a pas vraiment d'agriculture dans le bassin versant. Donc, je l'ai mis ici, parce que peut-être que ça peut sonner une cloche comme de quoi il faudrait peut-être aller chercher plus d'informations sur cette donnée-là. Oui. Ça va pour ça? Oui? Une chose, au niveau de l'azote, c'est particulièrement intéressant pour le cyanobactérie parce que dans les études récentes comme celle de Roxane Laveranger, c'est que ça favorise spécifiquement les cyanobactéries toxiques. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis, c'est pour ça que j'avais mis cyanobactéries, parce qu'il y a certains types de plantes ou de cyanobactéries qui préfèrent l'azote au phosphore. C'est pour ça que j'ai rajouté aussi. Mais c'est surtout les espèces toxiques qui sont favorisées par l'azote. Donc, oui, il faut le prendre en considération. C'est pour ça que j'ai marqué qu'il y avait juste une étude de fait. Maintenant, qualité d'eau. On parle de qualité d'eau. Je suis allée vraiment avec ce qui avait de l'impact directement sur les activités récréatiques, la baignade et tout ça, et sur l'eau qu'on consomme. Donc, contamination de l'eau de surface par les coliformes totaux fécaux et les entérocoques fécaux. Cause identifiée, encore installation septique désuète ou non conforme, présence d'installation dans les zones inondables de 0-20 ans. Potentiel, les excréments d'animaux domestiques, les excréments d'animaux sauvages, densité de canards élevés, ravage de serre de Virginie, et décomposition d'organismes vivants. Donc tout ça, c'est des causes qui peuvent augmenter. Là, on ne parle pas de phosphore, mais on parle bien de bactéries, entérocoques, coliformes totaux, coliformes fécaux. Juste rapidement, animaux domestiques versus animaux sauvages. Oui, on peut mettre animaux domestiques, mais un versus l'autre, on n'a pas une proportion, on n'a pas un chiffre. Si un vaut 1%, puis l'autre vaut 99%, on ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas d'étude qui a été faite à savoir le phosphore qui était rejeté dans un excrément d'animaux domestiques versus sauvage. On va faire la quantité d'animaux. Ah, la quantité. Mais c'est sûr que plus il y en a, plus il y a de phosphore, plus il y a de bactéries, de colis, de coliformes fécaux qui vont être amenés vers le lac. Mais tu sais, encore là, il n'y a pas d'études qui. On ne sait même pas le nombre de chiens. Donc, on n'a pas le nombre de chiens autour du lac, on n'a pas le nombre de propriétaires qui le laissent sur leur terrain versus qui les ramassent tout de suite. On n'a pas. Moi, je pense que ce que M. Arthur essaie de dire aussi, c'est que la masse totale des animaux sauvages risque d'être incroyablement plus élevée que la masse des animaux domestiques. Exactement. Même les rongeurs, il y a probablement beaucoup plus de rongeurs en masse totale que de serres de Virginie. Puis quand on parle de bactéries aussi, c'est très ponctuel. Hein? Je vais prendre un échantillonnage une journée, je vais prendre un échantillonnage une autre journée, je vais avoir des taux qui sont totalement différents. Les bactéries, ça varie très rapidement dans un plan d'eau. Quand on veut faire un suivi au niveau bactériologique, on se doit d'avoir des échantillons rapprochés pour des mêmes périodes. Oui? Absolument, mais ce que j'essaie d'éclaircir, c'est qu'ici, nous faisons
un survol des causes et des conséquences. Et à un moment donné, on va vouloir porter action. Exactement. Je donne un exemple, si les excréments d'animaux vaut 1% sur l'ensemble par avoir des animaux, des canards, ça veut dire qu'on ne peut pas faire grand-chose à part interdire effectivement de nourrir les canards. Mais c'est pas ça qui va changer grand-chose. C'est pas ça qui va changer grand-chose pour notre lac. Donc, j'essaie juste de mettre en proportion que tantôt on va vouloir dire quelles sont nos actions. Exactement. Mais tu sais, la seule façon de savoir si c'est d'origine humaine ou d'origine animale, là, les bactéries, c'est d'un test de génétique. Ils en font des tests de génétique pour ça. Ils l'ont fait autour de certains lacs, puis ça te permet de cibler exactement de quel animal ça provient ou si ça provient d'un humain. Donc, ils sont capables de le faire. C'est des choses qui se font. L'autre chose qui est importante de savoir, parce que là, on parle de bactéries, pour que les bactéries se retrouvent dans l'eau, il faut que ces bactéries-là se déplacent vers l'eau. Les animaux, les mammifères terrestres, là, ils ne défectent pas dans l'eau, à part le l'eau de ruissellement, c'est ça, c'est plus l'eau de ruissellement. Mais la réalité est qu'une des grosses problématiques qu'on a finalement, quand on identifie que les tributaires sont contaminés par des bactéries, parce que nous, quand on défecte dans l'eau, puis si cette eau-là s'échappe, ruisselle, percole, whatever, ça retrouve des tributaires, des souris qui chient à 100 mètres de la rivière, leurs bactéries vont rester. Non, ça ne va pas jusqu'au lac. C'est sûr que ça prend des animaux qui sont proches des plans d'eau, mais tu sais, je travaille à Rimouski, qui ont une grosse problématique à cause du chevreuil à Rimouski, de certains lacs, parce que les gens les nourrissaient. Ils les nourrissaient l'hiver, puis ils les nourrissaient à côté du plan d'eau, parce que c'était bien beau les voir prendre des photos avec les chevreuils sur le bord du plan d'eau. Mais au printemps, quand ça fondait, qu'est-ce qui arrivait avec tous ces excréments-là? Ça s'en allait dans le lac. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je le mets. Les canards, hein? Si on nourrit des canards, là, qu'on les concentre là, sur le plan d'eau, ben, les canards, ils ne diront pas je vais sortir pour aller faire ce que j'ai besoin. Mais ça peut avoir un gros impact aussi. C'est pour ça que oui, je le mets. Mais oui, c'est sûr qu'un animal, dépendamment du type d'animal, qui est à je ne sais pas combien dans le bassin versant, si je suis pas un orignal qui est sur du chenille, j'aurais pas. C'est ça, j'aurais pas le même impact sur mon eau. Oui? Peut-être qu'un simple recensement des animaux domestiques, c'est une chose qui serait facile à faire. Puis on saurait où ils sont, puis peut-être si on savait aussi le poids de l'animal, ça nous donnerait beaucoup d'informations au niveau de l'importance de cette masse-là. Bien, c'est ça. Éventuellement, ça pourra ressortir dans les actions qu'on va faire, qu'on va prioriser. Ça va pour ça? Oui. Les conséquences, il manque quand même, c'est au niveau de la baignade. Il me semble que c'est clair dans ce cas-ci. Je le vois dans les conséquences, tu n'as pas de baignade. C'est au niveau de la santé. C'est au niveau de la santé qu'on a des problèmes de santé si on se baigne dans les eaux qui sont contaminées. Fait que je l'ai ici. Fait qu'au niveau. Dans l'évaluation des coliformes fécaux dans le lac, est-ce que ça a été observé par rapport aux tests de plage, par exemple, quand on fermait la plage au club nautique? Il y a ça, entre autres. Oui, il y a ça, entre autres, qui a été identifié. Pour l'eau souterraine, on va le voir tantôt, il y a d'autres études qui ont travaillé sur des piézomètres, mais il y a la surveillance, le programme de surveillance plage. Puis le test qu'on a fait, nous, les échantillons qu'on a pris l'année passée, on a fait l'analyse des coliformes d'auto et E. coli. On ne peut pas savoir le nombre exact, mais il y avait présence dans certains endroits des tributaires ou dans certaines baies. C'est pour ça que ça avait été fait aussi dans les années passées, parce qu'à un moment donné, je ne sais plus quelle année, on avait des comptes de coliformes d'auto, de coliformes fécaux dans chacun des tributaires. C'est ça. Grégoire, rappelle-toi, à Bostonner, il y a une année, je pense que je suis allé avec toi. C'était énorme la quantité de coliformes fécaux où les jeunes faisaient de la corde au Tarzan qui tombaient dans le C'est énorme, c'est énorme. Non, c'est ça, ça a été prouvé dans différentes études. La charge avait été identifiée aussi. Exactement. Il y avait des tributaires qui avaient été bien identifiés. Qui avaient été ciblés. Ben, c'est d'ailleurs à partir de ça qu'on a ciblé les différents tributaires le passé. Qui avaient été choisis à côté de ça. Dans la colonie, le ruisseau qui arrive dans la colonie, là, il y avait des problèmes. À un moment donné, on a fait des études là-dessus. Oui. Fait que c'est un problème qui existe. Maintenant, ben, de trouver, comme je dis, de où ils proviennent, est-ce que c'est des animaux, des humains ou quoi que ce soit, ben, il y a des tests qu'on peut faire pour ça. Puis comment on va faire pour cibler la problématique, ben, ça va découler des différentes actions qui vont être déterminées par le conseil de bassin. Les conséquences, ben, c'est des potentiels parce que j'ai pas personne qui m'a dit qu'il avait été malade quand il s'était baigné ou quoi que ce soit. Fait que c'est
Eau impropre à la consommation humaine, c'est sûr qu'on ne peut pas la boire aussitôt qu'il y a des présences de coliformes fécaux. Et un problème de santé, diarrhée, vomissement, etc. Lorsqu'on se baigne, il n'y a pas de problème. C'est la dermatite du baigneur, là. Il y en a plusieurs. Il y en a peut-être même dans la salle ici. La dermatite du baigneur, je vais la marquer, mais je ne la marquerai pas. Il y en a eu l'été passé. C'est pas avec les bactéries. C'est un parasite. C'est un parasite avec l'escargot puis le canard. C'est un cycle, ça prend les deux autres, mais c'est un parasite. Mais je vais juste faire une note dermatite du baigneur. Parce que je dois l'inclure. Oui. Mais notre nappe phréatique, as-tu été analysée? Eaux souterraines. Contamination des eaux souterraines par les coliformes d'auto, féco-entérocoque. C'est une problématique qui est ressortie de différentes études. Il y a une étude qui a fait des pésomètres et qui ont fait du prélèvement d'eau souterraine et ils ont observé des taux de coliformes fécaux et tout ça. Donc, installation, les causes identifiées, installation septique des huîtres non conformes, installation septique située au même niveau que la nappe phréatique souterraine, ça a été identifié dans une des études. Potentiel encore les mêmes, c'est toujours la même chose. Potentiel encore dans les conséquences, c'est la même chose, problème pour la santé ou impropre à la consommation. Maintenant, ce qui est ressorti des différentes études que je voulais amener ici, ben, on l'a vu tantôt dans la présence de phosphore, c'est exactement la même chose dans l'installation septique, il y a un melting pot d'éléments nutritifs, dont également des bactéries. Donc, c'est à 90 résidences en 2002 qui ont été identifiées potentiellement dans les zones inondables. 32% des installations sanitaires qui sont situées dans la zone inondable en 2008. Les codes de 82% puis de B- et 2%. Donc, on parle de risque pour la santé et l'environnement en 2012. Les champs d'évacuation situés à moins de 30 mètres des puits d'alimentation en eau potable dans l'étude en 2016, où ils ont fait les piézomètres. Donc, ils ont dénoté ça. Ça ne respecte pas la réglementation là, en vigueur au niveau de prendre de l'eau potable, oui. Est-ce qu'on sait le nombre? On ne sait pas le nombre. Ils l'ont fait seulement dans un petit secteur, fait qu'on ne sait pas le nombre. Puis en 2016, voici les tests d'eau souterraine, les résultats. Je les ai mis là parce que c'est quand même flagrant comme problématique. Pour les coliformes fécaux, dans les résultats, ils ont pris plusieurs échantillons. On avait 2000, 180, 160 et 120 UFC, 120 unités par 100 ml. Et la norme pour l'eau potable, on parle de 0 pour 100 ml. Dans les résultats d'entérocoques fécaux, on a des valeurs, il y a eu des valeurs de 1100, 620, 100 et 50 par 100 ml. Les normes d'eau potable, c'est 0 par 100 ml. Pour les coliformes totaux, on a 21 millions, 3 200 000, 430 000 et 180 000 par 100 ml. Pour en eau potable, 10 unités par 100 ml. Les coliformes totaux, ce n'est pas toutes de bactéries provenant des déjections humaines. Coliformes totaux, ça peut être de la décomposition de matière végétale. Ça peut provenir de plusieurs sources. Ils ne sont pas tous dommageables pour la santé. Quand on parle d'une eau potable, la norme qu'on doit respecter, c'est 10. Excuse, juste pour être sûr de bien comprendre, ton test de licence, il a été fait autour du lac? Il a été fait seulement dans un secteur du lac. OK, mais quel secteur ça fait bien ici? On ne peut pas assumer que c'est partout pareil, mais on peut assumer que si c'est comme ça dans un secteur, il y a peut-être des risques, parce que là, vous êtes tous sur des puits, là. Hein? Vous êtes tous sur des puits. C'est quoi votre type de puits? C'est un puits de surface? C'est une pointe? C'est un puits artésien? Les-tu scellé? Les-tu pas scellé? Tout dépendamment du type de puits que vous avez, il y a des risques qu'il y ait une contamination au niveau de l'eau souterraine. L'eau souterraine, c'est des piézomètres qui ont pris. L'eau souterraine, la nappe d'eau, jusqu'où elle s'étend, de l'eau qui ont pris les puits, on ne le sait pas. Il n'y a pas d'étude qui est faite sur comment se passe l'eau souterraine au lac Saint-Jean. Oui? Historiquement, c'est une question qui avait été soulevée. En 2016, on avait constaté 2 puits contaminés. Un sur le spectre du lac Nord, et l'autre ici, dans B, zone B. En 2016-17, on s'est aperçu que dans le chemin de la Pointe, tous les puits sont maintenant contaminés. Et ça, c'est une problématique qui est en croissance. La
FES avait recommandé à la ville d'avoir, parce que les gens peuvent faire les tests, mais le test n'est pas obligatoire. Alors, En fait, à cause de ça, la ville prend pas nécessairement connaissance des tests. Alors, résultat, la personne peut faire un test, ne pas faire le test, je ne sais pas, peut faire un test qui ne divulgue pas que son puits, mettons, son résultats ne sont pas trop bons. Alors, ça, c'est une problématique, on va en parler au plan d'action. Il y a certainement des choses à faire sur le contrôle de l'eau. Parce qu'au niveau, c'est ça, c'est une problématique en au niveau réglementaire, c'est à la responsabilité la responsabilité de l'analyse de la qualité de l'eau d'un puits privé revient au propriétaire. Au niveau réglementaire, c'est ça. Au niveau réglementaire, le ministère suggère fortement, conseille fortement à tous les propriétaires de puits privés de faire la désinfection de leur puits 2 fois par année, soit au printemps et à l'automne où il y a des grosses infiltrations d'eau. La désinfection de leur puits et de faire un test après. Est-ce que... Mais il y a un gros manque de sensibilisation au niveau de ça. Mais je l'ai mis là. Je ne peux pas dire quelles actions, c'est pas la personne qui va lister les actions qui vont être entreprises pour la potabilité de l'eau. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que présentement, la CAPSA, on a déposé un projet sur 3 ans pour faire des tests de la potabilité de l'eau sur tout notre territoire. Donc, on va proposer aux propriétaires de faire des tests à moindre coût. On a réussi avec la quantité qu'on va aller faire au niveau de l'analyse pour s'assurer de la potabilité de l'eau et avoir un certain portrait de nos eaux souterraines sur notre territoire. Éventuellement, la liste de Lac-Sergent, on va les approcher parce qu'ils sont sur notre territoire pour offrir ça également. On n'a pas encore le projet, je vous lance ça, on l'a déposé. La ville a mis en place cette année un aide pour... Oui, mais c'est seulement pour les collections de fécaux, non? Les colliers, je veux dire. Quand on parle de potabilité, c'est coliforme totaux, fécaux, antérocoque qui est analysé. C'est pas pareil. Il n'analyse pas le phosphore, il n'analyse pas le nitrate, il n'analyse pas tout ça. Ça veut dire que tout ce qui était analysé là dans le bas est analysé? C'est oui, coliforme totaux, fécaux, antérocoque, oui. C'est les 3 paramètres qui sont analysés, puis il analyse aussi l'économie atypique. Une chose est certaine, c'est que la ville va devoir jouer un rôle plus proactif sur cette question-là des eaux souterraines. Bien, ça va découler du plan d'action éventuellement. C'est pas aujourd'hui qu'on prend la décision à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour ça, mais on parle de santé humaine. Donc, je pense, selon moi, ça devrait, je jongle mon chapeau de CAPSA, selon moi, ça devrait ressortir en priorité. Mais maintenant, ça va être au conseil de décider. Oui? Juste pour information, la résolution a déjà été votée pour adhérer au projet de la CAPSA. C'est déjà réglé de ce côté-là, ça que j'allais dire. Excusez, vous parlez beaucoup d'eau souterraine versus puits de surface, etc. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou ça va être un peu plus tard. Juste un petit peu démystifier ça. C'est quoi un puits de surface versus un puits? Moi, j'ai un puits de 200 ou 300 pieds, je ne sais pas. C'est sûr que ça doit être souterrain rendu à cette profondeur-là. Mais c'est quoi? Est-ce que vous avez juste... Bien, il y a différents types de puits qui existent. Là, je vais juste passer sommairement, puis avec le conseil, si on veut un expert, je pourrais venir un expert pour parler des différents puits, mais sommairement, un puits de surface, c'est souvent des, je vais dire comme dans le monde des espèces de ronds de béton là, qui ont été coulées, puis l'eau est épuisée. C'est un puits, je regarde, puis je vois l'eau. Mais l'eau, ça existe encore. Ça existe encore. Quand on parle de prélèvement d'eau de surface, des pointes qui sont dans le sable, ben, ça va surtout prendre l'eau de surface. Ça va moins prendre, c'est plus influençable que les puits qui sont forés jusque dans le roc. Mais si c'est une demande du conseil, je vais faire venir des experts pour venir nous parler directement des différents types de puits qu'on peut avoir. Parce que je prends mon exemple un petit peu, moi j'ai un puits de 20 pieds. Oui. C'est artésien, mais pas creux. Je suis dans l'acte phréatique probablement. Puis je fournis 5 chalets en eau. Puis on n'est pas malade, personne fait des tests. C'est pas parce qu'il y a ça que vous allez être malade. Non, pas ça. Mais je fais des tests, puis mon taux de coliforme est toujours acceptable. Ben, dans l'eau potable, je fais plus. Mais comme je vous dis, c'est variable. Les taux de coliforme, c'est variable, donc ça dépend à quel. Tu sais, je fais un test là. J'irai faire un test, j'irai prélever de l'eau là, puis je fais un test là, où il y a encore de la neige, où les sols sont encore gelés, il y a des bonnes chances que le test soit bon.
Je fais un test quand ça dégèle, une semaine après, quand tout a descendu, il y a des bonnes chances que ce soit contaminé. Puis, tu sais, c'est pas parce que vous avez un puits artésien scellé jusqu'au Cora que vous êtes à l'abri de tout ça. Moi, je suis sur le bord de la rivière Jacques-Cartier, je reste à Sainte-Catherine, sur le bord de la rivière Jacques-Cartier, j'ai un puits à 225 pieds de profond, je suis scellé jusqu'au roc avec de la bétonite, mon roc est à 40 pieds. On l'a fait sceller pour être certain, mais à tous les ans, je fais une désinfection et je fais mes tests parce que les nappes d'eau peuvent changer. Ma nappe d'eau, 1 kilomètre plus loin, là, si elle va se rendre jusqu'à 1 kilomètre plus loin, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'elle est en surface à 1 kilomètre plus loin? Je ne sais pas. Fait que toutes les nappes d'eau sont susceptibles à la contamination. Fait que ça va pour ça? On va prendre une pause. Un petit 15 minutes, 10-15 minutes, là. Après ça, on va tomber sur les ateliers.